Aliou Diop, donc je suis expert financier à l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui est une structure quand même assez présente dans la promotion de l'inclusion financière. On va y revenir, l'inclusion financière quand même, qui est la thématique ayant marqué véritablement la dernière décennie financière. Alors moi, je suis heureux d'animer ou de participer à ce e-panel au profit des étudiants de Master Finance. Je suis docteur en sciences économiques avec une spécialité en banque et risque de marché de l'université de Limoges. Donc, j'ai fait toutes mes études doctorales là-bas avant de rentrer au Sénégal et puis de pouvoir occuper successivement des postes techniques au système des Nations Unies où j'étais économiste financier. Par la suite, j'étais le directeur de l'Observatoire économique de la Chambre de commerce pendant quelques années. Par la suite, depuis 2009, je suis ici à l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui est un démembrement du ministère des Finances. Alors, donc pour en revenir rapidement à la thématique, hein, je pense que quand on parle d'inclusion financière et de e-inclusion, c'est quand même un concept assez novateur, hein, il faut le dire. Le i renvoie déjà à la technologie. Je pense que dans ma présentation, rapidement, je ne sais pas si, Alioune, vous pouvez revenir sur le slide 2, concernant les points qui vont être partagés avec rapidement les étudiants. Le premier point va revenir hein, sur les faits chiffrés par rapport à tout ce qui est bancarisation. Nous allons revenir également sur revient et là voilà sur le contenu de l'intervention. On va parler de notions d'inclusion financière et de e-inclusion. Alors c'est des notions qui sont assez soft mais qui ont plein de sens. Hein. Je pense qu'on va y revenir pour un peu permettre à nos chers étudiants de mieux comprendre quand même l'interaction. Alors, la portée de l'e-inclusion dans l'inclusion financière est extrêmement importante puisque actuellement, ce n'est plus les banques ou les institutions de microfinance qui peuvent apporter une valeur ajoutée conséquente à l'inclusion financière, mais avec le développement des innovations technologiques, on a vu que il faut changer de paradigme. Et donc, les technologies de l'information et de la communication, en particulier le portable, ont pu bouleverser quand même en tout cas le devenu du monde. Hein. Donc, on parle de mutation technologique et financière. Et actuellement, un peu partout dans le monde, hein, nous verrons ça dans la configuration, il y a quand même une importance capitale de l'innovation technologique, en tout cas dans l'inclusion financière. Mais il y a un certain nombre de défis hein, que nous allons parcourir rapidement avec nos chers étudiants. Alors, quelques constats chiffrés hein, sur la bancarisation, parce que le thème qui nous réunit, c'est quel est l'apport de la e-inclusion dans le développement de l'inclusion financière. Alors, avant de parler d'inclusion, il faut parler d'abord de bancarisation, parce que la bancarisation est un concept qui fait référence au nombre de personnes qui disposent d'un compte en banque ou dans une institution de microfinance. Je sais qu'en Afrique, un peu partout, il y a quand même la présence importante des institutions de microfinance. Également, les comptes en banque, c'est des comptes qui sont assez quand même assez développés, mais un peu élitistes. Et c'est une des raisons qui explique même la limite de la bancarisation, parce que la bancarisation ne vise que les populations élitistes, ne vise que justement ceux qui sont, n'est-ce pas, en zone urbaine. Et on oublie une bonne part, n'est-ce pas, et qui vivent dans la ruralité, qui vivent, n'est-ce pas, dans la précarité, mais qui vivent également dans la pauvreté. Alors, dans le monde, quelques faits chiffrés, hein, il y a 2 milliards d'adultes qui n'ont pas de compte en banque. C'est important. Ça veut dire que si on revient à l'Afrique, le taux de bancarisation est estimé à 10%. Je suis moins optimiste que le modérateur qui parlait de 20%.
Alors, les dernières statistiques montrent que on est à 10%. Alors, le problème du taux de bancarisation, c'est que dans son calcul, on doit tenir compte que de la population adulte. Et donc, ce qui fait que donc, dans les calculs qui sont souvent fournis, il peut y avoir un grand biais. Mais en tout cas, les dernières statistiques qui sont fournies montrent qu'en Afrique, le taux de bancarisation est estimé à 10%. Donc, il n'y a que 10% de la population qui ont accès, n'est-ce pas, à un compte, n'est-ce pas, en banque ou en institution de microfinance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 90% de la population, c'est des gens qui sont exclus du système. Dans la zone IOMOA, qui est la plus proche, on voit que le taux de bancarisation tourne autour de 7 jusqu'à 8%, ce qui est vraiment en dessous quand même de ce qu'on constate dans la zone africaine. Alors, ce qui est un peu déplorable, c'est que nos amis qui sont très proches de chez nous, la Tunisie, le Maroc et un peu plus loin la France, on se retrouve avec des taux de bancarisation un peu plus élevés. En Tunisie, c'est 60%, le Maroc, c'est 45%, la France, 99% de personnes qui ont accès, n'est-ce pas, à un compte. Alors, oui, slide suivant. Le constat qu'on peut relever, c'est qu'il y a deux aspects qui justifient un peu les freins majeurs à l'accès au compte. Alors, c'est quoi les freins? Les freins, c'est les conditions attachées à l'ouverture d'un compte jugé contraignant. Si vous voulez ouvrir des comptes au niveau des banques ou des institutions de microfinance, ils vont vous demander un tas de paperasse, ce qui peut décourager même certains à accéder à un compte. Ils vont vous demander des revenus, ils vont vous demander une domiciliation administrative, etc., etc., alors qu'on vit dans une économie qui est foncièrement informelle. Le deuxième frein, c'est la défiance quant à la sécurité de l'épargne en dépôt au niveau de l'institution financière. C'est un problème de confiance. Il y a des gens qui ont tendance à privilégier toujours quand même ce qu'on appelle le bas de laine, parce qu'ils n'ont pas confiance au système. On se rappelle de la crise financière des années 80 qui a un peu décimé notre système ou notre secteur bancaire, et il y a des gens qui ont du mal à se relever quand même de cette confiance-là. Autre frein, c'est les difficultés de bénéficier d'un crédit. Oui, parce qu'un client qui veut ouvrir un compte, qui veut développer une activité, s'attend à avoir un crédit. Et ces difficultés-là, c'est soit des taux d'intérêt qui sont élevés, c'est soit des garanties qui peuvent décourager quand même l'accès en crédit. Autre frein, c'est les niveaux de frais bancaires perçus comme très élevés, c'est les agios, etc. Et ça n'encourage pas justement les gens à une bancarisation. Le coût élevé de la carte bancaire également. En moyenne, je vous le dis tout de suite, hein, pour avoir une carte bancaire basique, vous êtes obligé de débourser au moins 10 000 francs. Non. Et donc, c'est une carte qui peut être renouvelée chaque année. Et vous voyez donc, si le revenu est assez faible, ça peut décourager au moins, en tout cas, une bonne partie de la population. Il y a le problème de l'inaccessibilité géographique des agences bancaires, où il y a une disproportionnalité entre les zones urbaines et les zones rurales. Alors, il y a également un autre point qui revient tout le temps dans les causes de la non-bancarisation, c'est l'offre de produits jugés peu ou pas adaptés aux besoins. Les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, le monde rural en général, l'informel, en tout cas, déplore quand même cette inadéquation-là. Alors, maintenant, l'alternative à tout ça, c'est l'inclusion financière. Et l'inclusion financière, c'est une notion multidimensionnelle. Je vais y aller rapidement parce que c'est une notion qui est souvent galvaudée, mais il y a des définitions que vous devez retenir, chers étudiants, des définitions conventionnelles. Et deux définitions conventionnelles qu'on peut retenir, c'est la définition de la Banque mondiale qui définit l'inclusion financière comme la possibilité pour les individus, c'est-à-dire les particuliers et les entreprises, d'accéder à moindre coût à une gamme de produits et des services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. Les transactions, les paiements, l'épargne, crédit et assurance. Et ça doit être proposé, ces services-là, par des prestataires, c'est-à-dire les banques, tout ce que vous voulez, des prestataires fiables et responsables. Et dans ces prestataires, on retrouve également une bonne partie de ce qu'on appelle les émetteurs de monnaie électronique ou les établissements de monnaie électronique. Alors, pour la Banque centrale, la BCEAO, qui est toute proche de chez nous, l'inclusion financière se définit comme
l'accès permanent. Parce que dans l'inclusion financière, il faut que le produit puisse être utilisé de façon permanente. L'accès permanent des populations à une gamme diversifiée de produits et de services adaptés, à coût abordable et utilisés de manière effective, efficace et efficiente. Vous voyez, donc il y a 3 termes ici qui peuvent vraiment être bien retenus. L'utilisation effective, efficace et efficiente. Et ça renvoie un peu à une dimension quand même d'inclusion financière. On peut continuer, s'il vous plaît, Aliou? Oui. Vous pouvez continuer. Alors, voilà. Maintenant, la définition classique qu'on peut peut-être retenir, hein, c'est que l'inclusion financière, hein, et ça, c'est une définition que moi, c'est une tentative de définition en tant que spécialiste, pour mettre dos à dos quand même les définitions qui sont importées, car l'inclusion financière désigne tout processus, parce que c'est un processus, ce n'est pas une fin en soi, permettant d'offrir à une frange de la population exclue ou totalement ou partiellement du système des opérations, n'est-ce pas, financières, accessibles et innovantes, faciles à utiliser et d'un coût abordable. Et donc ça renvoie un peu à une dynamique quand même de considérer que Allô? Oui, allô? Voilà, allô? Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert, oui. Alors, maintenant, quels sont les 4 critères qu'il faut retenir de l'inclusion financière? C'est l'accès. Il faut que la personne puisse accéder. Il faut que les produits soient de bonne qualité également. Il faut également que la personne utilise de façon effective, mais il faut que la personne ou l'usager puisse se retrouver, c'est-à-dire avec un bien-être. C'est-à-dire le bien-être ici, c'est la faculté de pouvoir, en tout cas, avoir un surplus quand on utilise un produit. Et ça, je pense que ça renvoie un peu à l'amélioration des conditions socio-économiques quand même des usagers. On y va? Next, voilà. Alors, la non-inclusion, maintenant, il faut voir que la notion de inclusion, renvoie un peu à la finance digitale. Nous, notre compréhension qu'on a de la inclusion, c'est que ça désigne, au sens strict, les services financiers par téléphone portable, offerts par les banques. Alors, ça aussi, il faut le dire, hein, parce qu'il y a une définition au sens strict et une définition au sens large. Au sens strict, ici, ça renvoie juste, n'est-ce pas, à la finance digitale qui a été proposée au départ par les banques. Et donc, il s'agit principalement des services de consultation de soldes, de paiement, de factures et de transfert d'argent. Parce que dans l'histoire de la finance digitale, il faut se dire que les banques ont tenté une première expérience, même si l'expérience n'a pas trop prospéré, mais c'est une expérience de départ qui s'est matérialisée par ce qu'on appelle l'offre de mobile banking. C'est par la suite, et je pense que c'est cette définition peut-être qu'on peut retenir, c'est la définition au sens large de l'inclusion, s'étend maintenant à l'ensemble des services financiers mobiles pouvant être offerts avec ou sans compte bancaire par tout établissement agréé à cet effet. Et donc ça renvoie un peu à une dimension inclusive quand même de la finance mobile et permet un peu de voir que la finance mobile maintenant, ce n'est plus l'apanage, n'est-ce pas, des banques. Alors, quelle est la portée maintenant de l'inclusion rapidement, hein, parce que je vois à l'une pressée, moi. Alors, les supports, hein, le support ici, c'est le téléphone portable, hein, moyen de communication très fortement utilisé, y compris en zone rurale. Au Sénégal, par exemple, pour la zone que je connais plus, le taux de pénétration de la téléphonie mobile, ça dépasse les 100%. On est plus, je pense, à 110%. Ça veut dire que si on va atteindre le maximum de cibles vulnérables, le téléphone portable peut être un bon support avec l'inclusion financière. Alors, c'est un vecteur efficace également. Offre diversifiée, adaptée, coût pour atteindre les segments de population ayant un faible accès à des services bancaires de base. Et donc, l'inclusion peut permettre, en tout cas, de pouvoir atteindre le maximum de cibles vulnérables et qui n'ont pas souvent accès à des services classiques. Alors, ce qu'on peut retenir également de l'inclusion, c'est que c'est une réponse privilégiée à la problématique de la bancarisation dont je vous parlais tout à l'heure et de l'accès généralisé aux services bancaires. Si on veut véritablement que nos populations puissent avoir un accès meilleur aux services financiers, aux services bancaires, il faut nécessairement peut-être
booster quand même cette inclusion-là. On y va? Alors, quelques chiffres hein, que j'ai pu peut-être glaner au niveau du contexte international. Hein. Dans la zone IOMA, vous voyez un peu, c'est-à-dire le taux d'inclusion. Le taux d'inclusion ici, on n'est plus à... on n'est plus, n'est-ce pas, au Togo à 45%. Alors, c'est des taux corrigés, hein, ça aussi c'est important de le préciser, c'est des taux corrigés, c'est-à-dire qui tiennent compte un peu de tout ce qui est défalqué par rapport aux comptes inactifs, parce que c'est des comptes peut-être qui ne sont pas forcément utilisés. Alors, vous voyez un peu la configuration hein, des pays, de nos pays-là par rapport au global. Le global, c'est le taux d'inclusion financière. Les IF classiques, c'est les institutions financières, n'est-ce pas, telles que les banques et les institutions de microfinance. C'est-à-dire c'est le taux de bancarisation, n'est-ce pas, qui est du ressort quand même des banques et des institutions de microfinance. Vous avez maintenant l'apport de la monnaie mobile. Vous voyez un peu, dans tous les pays, n'est-ce pas, que nous déroulons, aussi bien les pays IOMA ou hors IOMA, vous voyez que l'apport de la monnaie mobile est extrêmement, en tout cas, importante. Sauf le cas du Maroc, où quand même il y a une certaine disproportionnalité, parce que le Maroc, n'oublions pas que c'est un pays qui est très avancé en termes, n'est-ce pas, de bancarisation. Alors, quelles leçons nous pouvons retenir? La première leçon à retenir, c'est que le mobile banking peut être quand même, ou le mobile money peut être quand même un bon vecteur pour un peu accroître l'accès à l'utilisation aux services financiers. Alors, dans les modèles maintenant de services financiers mobiles, on en retrouve 3. Et ça, c'est important également parce qu'il y a beaucoup de débats, malheureusement, qui sont tronqués sur ça. Il y a 3 modèles qui sont développés dans le monde. Il y a ce qu'on appelle le mobile banking, qui était très, n'est-ce pas, développé par les banques au départ, dans les années 2000. Vous avez le mobile money. Le mobile money, on va y revenir, c'est tout ce que vous voyez comme expérience donnée par Orange, donnée par Tigo, Free Cash, etc. Et ça, c'est une expérience qui est en train quand même de booster beaucoup l'inclusion financière. Alors, nous avons vu également l'arrivée de la dernière chaîne de valeur, c'est les fintech. Les fintech, souvent, c'est des startups innovantes qui ne sont pas forcément, n'est-ce pas, des établissements émetteurs de monnaie électronique, mais qui peuvent développer des logiciels permettant en tout cas de pouvoir faciliter l'accès au système de paiement et de transactions financières. On y va? Alors, pour le mobile banking, hein, il faut savoir que c'est un modèle bancaire. En Afrique particulièrement, c'est un modèle qui a été développé dans les années 2000. Et les premières expériences, c'est avec la Société Générale, hein, qui a pu développer des modèles de mobile banking. Alors, il faut savoir que la banque, hein, et ça je ne vous l'apprends pas en tant que financier, la banque est par essence un émetteur de monnaie électronique. Et donc, dès l'instant où elle est émettrice de monnaie électronique, elle peut naturellement développer ce qu'on appelle le mobile banking. Et le mobile banking ici, ce n'est rien d'autre que une solution innovante qui permet à la banque de pouvoir offrir à ses clients des solutions, en tout cas pour un peu accéder à des services classiques tels que la consultation de soldes, le paiement des biens, etc. Ça se fait jusqu'à présent, mais c'est un système qui est en recul pour la simple raison que si le client n'a pas de compte, forcément, il ne peut pas accéder à ce système-là. Et l'autre alternative qui a bouleversé un peu le service de mobile banking, on y va, c'est justement le service de mobile money. On y va? Le mobile money, c'est un modèle non bancaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé véritablement d'avoir un compte bancaire hein, et qui est déployé dans le cadre de l'agrément d'un établissement non bancaire. Alors, il faut savoir que qui peut émettre un mobile money, c'est tout établissement de monnaie électronique qui peut bénéficier d'un agrément de la Banque centrale. Et c'est justement ce modèle-là qui est en train de bouleverser, en tout cas, l'écosystème financier, aussi bien de l'Afrique que du monde. Pourquoi? Parce qu'ici, il est possible, en tout cas pour le client qui n'est pas bancarisé, de pouvoir accéder, n'est-ce pas, à une palette assez diversifiée de services financiers. Le seul support qui est souvent demandé, c'est le support du téléphone portable. Alors, il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, hein, pour votre information, on recense actuellement
une cinquantaine de plateformes habilitées de mobile money. Hein. Le cas du Sénégal, par exemple, on est à 3 expériences. En Côte d'Ivoire, un peu plus que ça, 7 ou 8. Et c'est des grands groupes qui s'accaparent un peu le monde. Je n'ai pas fait de la publicité, mais il faut savoir que c'est quand même un monde où il faut nécessairement innover, où il faut nécessairement offrir quand même des services adaptés, n'est-ce pas, à une frange spécifique de la clientèle. On y va. Alors, la dernière maintenant expérience, hein, c'est la dernière génération même de tout ce qui est système financier mobile, hein, c'est ce qu'on appelle les fintech. Les fintech, c'est des startups qui interviennent dans les domaines du numérique, du mobile, mais également de l'intelligence artificielle. Alors, souvent, c'est des business models qui peuvent avoir un certain nombre de caractéristiques avec les fintech B2C, c'est-à-dire business to consumer. Ici, on les appelle les néobanques, où ici, il faut considérer que c'est vraiment du détail, c'est des opérations de détail qui visent 100% digital, sans agence. Et le monde va aller dans ça, je vous le dis. On ne va pas aller dans le sens d'une disparition totale des banques, mais on va aller dans le sens justement d'avoir une digitalisation de plus en plus importante en tout cas des opérations bancaires. Alors, l'autre business model, c'est FinTech B2B. Alors, business to business, c'est des services financiers qui sont souvent offerts aux entreprises, des solutions financières offertes aux entreprises. Et je pense que le cas de Pays Dunia, c'est dans ce sens, hein, et même de l'expérience B2C. Et peut-être Mme Fall va y revenir. Et donc, c'est des solutions qui permettent, par exemple, le transfert de devises en ligne. Il y a une solution qui est très mondiale qui est appelée Cantox, qui permet un peu de faire le transfert de devises en ligne, bien sûr en respectant la réglementation financière dans ce sens. Vous avez également des solutions de facturage dématérialisées qui permettent un peu de pouvoir rapidement aller dans le sens quand même de l'exécution de l'opération. Alors, vous avez également le fintech, les fintech B2C, OK? Donc, c'est une plateforme de financement participatif, hein, le crowdfunding, donc qui est une plateforme assez utilisée pour un peu venir en appoint, n'est-ce pas, du moins venir en appoint aux porteurs de projets qui veulent se faire financer. Voilà. Donc, on y va pour voilà, maintenant les défis, hein, pour terminer, hein, les défis. On a parlé quand même des enjeux, on a parlé des problèmes qu'il faut régler dans la bancarisation, mais il faut savoir que la finance mobile n'a pas encore, à mon avis, hein, et c'est un avis personnel, n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Il y a des choses à régler, encore une fois. Et ça, si je le dis, c'est sur la base de l'expérience de terrain que nous avons. Nous menons beaucoup d'enquêtes de terrain. Et les enquêtes qui sont effectuées régulièrement montrent un certain nombre de résultats. Alors, ces résultats, c'est des résultats qui mettent en évidence un certain nombre d'anomalies ou même de points à améliorer. Et donc, les véritables défis, si on veut faire en sorte que la finance mobile puisse être un fer de lance pour nos économies, c'est ces défis-là. Diversifier la gamme des services financiers mobiles. Pour la simple raison que les business models qu'on a jusqu'à présent ne mettent pas en évidence, par exemple, l'offre de crédit. En tout cas, ce n'est pas le cas pour le cas des pays de l'UEMOA. Bon, on a vu le cas de M-Pesa, qui est quand même une expérience intéressante. Mais je pense que le cas de M-Pesa devra être quand même dupliqué dans nos économies. Et donc, ce qui permettra, par exemple, en client, de pouvoir accéder à un crédit, de pouvoir accéder à une solution d'assurance, etc. Donc, il y a encore des efforts à faire sur la gamme de services à rendre diversifiés. On a également comme défi le renforcement des conditions de concurrence et de la transparence. Je pense qu'on a quand même un marché qui est, à mon avis, très restreint, bien qu'il y a beaucoup d'acteurs qui entrent, hein, mais il faut nécessairement agrandir ce marché-là pour que le client puisse être au cœur quand même en tout cas de ce marché-là et bénéficier d'une meilleure
en tout cas, d'une meilleure baisse des tarifs. La transparence pose problème également parce que sur l'exécution des opérations, puisque c'est des opérations qui sont très sophistiquées, on reproche souvent aux opérateurs de ne pas privilégier la transparence, alors que dans toutes les opérations financières, il doit y avoir quand même une barémisation qui permet de garantir en tout cas une transparence. Le renforcement du contrôle des activités de distribution, ça je ne vous l'apprends pas. Nous avons quand même beaucoup de points de service un peu partout en Afrique, mais la difficulté qu'on a souvent, c'est quand même, c'est des choses qui échappent un peu, en tout cas, à la réglementation ou n'est-ce pas, à la Banque centrale, parce que la Banque centrale ne peut pas être, n'est-ce pas, devant ou derrière chaque point de service. Et ça, il faut nécessairement qu'on le pense, en fait, qu'on essaie quand même de revoir quand même le système de contrôle. Parce que moi, j'ai vu dans le système de fonctionnement de beaucoup de points de service, vous pouvez voir même une boucherie, vous m'excusez du terme, ou même une boutique commerciale qui exécute des opérations de distribution de finances mobiles. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de contrôle derrière, il y a des problèmes d'acceptation même de l'agrément. Je ne parle pas de l'opérateur en tant que tel, mais les points de service, les sous-distributeurs, les distributeurs qui sont chargés de pouvoir, en tout cas, exécuter l'opération. Alors, il y a également, comme autre perspective, la promotion des modèles de partenariat inclusifs. Alors, jusque-là, les modèles qu'on a, c'est des modèles qui mettent plus en avant les opérateurs privés, tels que les banques, tels que les opérateurs privés, qui sont les majors. Mais il faut nécessairement avoir des modèles beaucoup plus inclusifs, où on va retrouver même l'État. Si vous voulez payer votre impôt, si vous voulez payer voilà, un certain nombre quand même un certain nombre de taxes. Si vous voulez payer, par exemple, une facture par l'État, etc. Tout ça, ça doit être repensé. Et malheureusement, dans la chaîne, nous ne voyons pas également les institutions de microfinance. Et ça, je pense que, Madame Fall, vous devez y travailler pour un peu, en tout cas, promouvoir des modèles de partenariat inclusif. Il faut améliorer la qualité de l'infrastructure parce que je sais qu'en monde rural, moi je me déplace beaucoup dans le monde rural, on voit que c'est pas, en tout cas, il n'y a pas encore une qualité meilleure en termes d'infrastructure. Il faut promouvoir l'éducation financière numérique parce que nous avons des modèles qui sont très sophistiqués, c'est pas tout le monde qui est instruit et donc il y a encore des efforts à faire. La sécurité également, je pense que comme c'est des transactions un peu financières et des transactions mobiles, il faut essayer de renforcer en tout cas la sécurité d'usage, mais également liée à l'accès. Enfin, je pense que je l'ai dit un peu plus en haut, les institutions de microfinance doivent quand même entrer dans le marché pour un peu quand même diversifier ça. Parce que quand on parle de microfinance, ça va également avec l'inclusion financière. Je pense que si on a une bonne mise en relation entre les institutions de microfinance et tout ce qui est mobile banking ou mobile money, ça va permettre un peu d'accroître en tout cas le taux d'inclusion. Voilà donc, chers étudiants, monsieur le modérateur, la présentation que je voulais partager avec vous. Maintenant, bon, je laisse juste Madame Fall continuer parce que j'ai beaucoup d'appels sur le fixe, le temps qu'elle... voilà, donc merci. Oui, merci pour la très belle présentation de Dr Diop. Et je crois que c'est un cours magistral. J'espère que les étudiants ont bien noté. Sans plus tarder, Madame Youma Fall, vous avez la parole. Donc, bonsoir, enfin, bonsoir. Donc, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. D'accord. Donc, j'avais préparé une très longue présentation, mais je pense que la majeure partie de ce que je vais aborder a déjà été abordé par le docteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par rebondir sur ces dernières interrogations qui m'ont semblé assez pertinentes, notamment sur le rôle des fintechs. Donc, je pense qu'il a déjà abordé le fait qu'aujourd'hui, il y a différents types d'agréments.
Et je vais rajouter que notre plus gros problème, c'est d'abord... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Allô? c'est bon. C'est bon, nous voyons votre écran. Je vois votre écran avec plus de précision. Hein, oui, allô? Ça peut aller. Je vais juste rapidement passer sur les contextes de la création des ISPEC et pourquoi nous avons cherché à résoudre un problème récurrent de la population. C'est qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, on a une adoption vraiment assez rapide de ce que nous appelons les moyens de paiement digitaux. Donc, il a notamment vraiment insisté sur tout ce qui est du mobile money. Et laissez-moi aussi inclure aujourd'hui. Oui, Madame Fall. Madame Fall. Madame Fall. Oui, il y a du bruit autour de vous. Encore. Ah. Oui. Attendez. Ça s'améliore. Ça s'améliore maintenant. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon. Allô? Oui, allô? Est-ce que c'est mieux? Ça a repris. Oui, allô? Oui. Oui, on dirait que vous êtes en déplacement ou? Oui, c'est ce que j'expliquais en début de métier. C'est vraiment navré. D'accord. Oui, allez-y. Chers étudiants, essayez de comprendre, Madame Yumafal. Actuellement, elle est en déplacement. Donc, on va essayer de faire avec. Donc, allez, continuez. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous puissiez mieux m'entendre. D'accord. Ça va. Oui, voilà. c'est bon. Donc, je disais que tout simplement, je voudrais élargir un peu ce que le docteur Alindiaï a souligné, en ne limitant pas aujourd'hui tout ce qui était finance digitale inclusive, monnaie, mais aussi rajouter cette couche avec tout ce qui est cash point services. Et par là, j'entends tout ce qui est transfert d'argent, qui participe effectivement aussi à la chaîne de valeur sur tout ce qui peut permettre aux populations comme exclues du système financier classique de pouvoir être intégrées dessus. Donc, je ne vais pas revenir sur les métriques qu'il a déjà abordées. Et je vais aussi éviter un peu de revenir aussi sur plusieurs définitions qu'il a déjà données. Mais juste, j'aimerais rajouter cette partie-ci sur réellement la définition de mon point de vue de ce qu'un service financier. C'est que tout simplement, aujourd'hui, c'est tous les services qui sont fournis par le secteur financier. Et pour moi, j'entends le secteur financier au sens large. Ça ne limite pas aux banques. Ça inclut aussi tout ce qui est fonds de transfert, tout ce qui est assurance, tout ce qui est maison de courtage, tout ce qui est fintech. Pour moi, sont les secteurs financiers. Et j'aimerais aussi dire que les services financiers ne vont pas se limiter aux services financiers de première génération, mais qu'elles incluent aussi tout ce qui est services financiers de seconde génération, à savoir l'épargne, le crédit. Et ça ne va pas se limiter seulement au paiement et au transfert. Est-ce que vous m'avez entendu? Allô? Allô? Oui, Madame Fall, on vous entend, Madame Fall. La disponibilité et l'égalité des chances pour accéder. Je m'exprime. Aujourd'hui, on peut être un client d'une banque, Oui. mais ne pas être un inclus financièrement, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à le suivre. Donc, ça devient de l'exclusion parce que cette personne-là n'est pas éligible à un crédit. Donc, il a déjà abordé tout ce qui est des freins. Et pour moi, tout simplement, toutes les personnes sont concernées par l'inclusion financière. Donc, je crois qu'il a aussi déjà parlé des chiffres
de l'Afrique, je ne vais pas revenir dessus. Je vais plutôt parler de l'évolution des indicateurs. Donc aujourd'hui, quand on parle d'un indice d'accès aux services financiers, c'est qu'on regarde le nombre de personnes qui ont accès aux services financiers sur la population totale. Et donc, pour les cas du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Sénégal, nous voyons quand même qu'on est au-delà de 0,5. Sachant que quand même, comme il l'a fait remarquer tout à l'heure, la France a un taux de bancarisation de 99%. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Pour moi, je pense qu'il a déjà aussi parlé du frein et je vais beaucoup plus mettre l'accent dans mon cas au niveau de la régulation. Et parce que comme vous le savez, je pense que c'est tous financier, il y a au de notre banque centrale. C'est d'abord l'agrément bancaire, qui est comme un agrément assez global. On a l'agrément des émetteurs de monnaie électronique comme Orange Money, et nous avons les agréments pour les systèmes financiers décentralisés, PAMECAS, Microcrédit. Donc, sur tous les agréments que je viens de citer, vous verrez qu'il n'y a pas d'agrément pour tout ce qui est acteur intermédiaire ou acteur qui peut quand même faciliter cette inclusion financière. Donc, il n'y a pas d'agrément pour les fintechs, ce qui laisse quand même un très gros gap. Je reviens aussi sur la tarification. Aujourd'hui, les populations ne peuvent tout simplement pas supporter les coûts de certains services financiers. Par exemple, vous allez faire un crédit à la banque et on vous donne un taux de 5,5%. C'est vraiment aberrant. Donc, si le crédit plus il est lent, plus vous risquez même de payer des fois jusqu'au double du montant que vous avez emprunté. Donc, la tarification est un très, très gros frein. Et nous avons l'expérience utilisateur en tant que telle. Et là, j'entends qu'il faut une financial literacy, je pense qu'il en a parlé, c'est-à-dire que les gens n'ont pas, par exemple, l'habitude de savoir comment gérer leur argent ou où le placer ou où le mettre. Donc, on a tout le temps ces personnes qui ont du cash tout le temps avec elles, qui mettent ça sous leur lit. C'est comme quand on prend, par exemple, des populations qui font, par exemple, de la transformation de produits locaux. C'est des produits paysans, mais ils ne vont pas appliquer un algorithme de base comme first in, first out. Donc, c'est la même chose ici pour les populations qui n'ont pas cette financial literacy. Et je pense que ça, c'est le gros frein. Donc, quelles sont les solutions concrètement pour l'Afrique? Je pense qu'il a déjà parlé de mobile money. Et j'ai voulu rajouter et un facteur de croissance dans le cas où l'expérience utilisateur ne nécessite pas nécessairement qu'une personne soit alphabète, ne nécessite pas qu'une personne ait un accès à Internet, ne nécessite pas qu'une personne ait un smartphone. Donc, avoir un mobile money peut se faire depuis n'importe quel accès comme un smartphone. Et les personnes qui utilisent les mobile money peuvent tout simplement aujourd'hui le faire via l'USSD. Donc, elles n'ont pas besoin de connaître un doctorat pour cela. Donc, j'aimerais sur cette partie vraiment venir et je vais passer point par point parce que je pense que le docteur Ndiaye a vraiment fait une présentation très très complète. Et moi, je vais beaucoup plus m'appesantir sur quels seront vraiment les bénéfices au niveau aujourd'hui d'inclusion financière. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans notre vie si nous arrivions dans un monde où tout le monde était inclus financièrement? Et donc, ça commence par une productivité plus élevée et meilleure parce qu'il y aura aujourd'hui une facilité à suivre les transactions. Toutes les personnes pourront plus facilement gérer leur portefeuille. Donc, elles seront notamment beaucoup plus productives au niveau macro. Et quand je parle au niveau macro, c'est vraiment au niveau du pays. Il y aura une croissance beaucoup plus rapide de l'économie, notamment parce qu'il y aura moins de fraude, moins de risques de cash management. Il y aura aussi une réduction des inégalités de revenus. Aujourd'hui, quelque part où il y a une traçabilité, une constance dans les services, tout le monde va à peu près aujourd'hui, le gap du fait que dans une même entreprise, quelqu'un va et une autre va gagner 2 millions, tout ça va être résorbé. Donc, les inégalités aussi vont être résolues. Il y aura aussi un développement généralisé qui va briser la barrière du développement spécifique des sites et des centres. Donc là, ce que j'entends, c'est par exemple qu'on a des centres urbains. Par exemple, au Sénégal, tout est concentré à Dakar. Et donc, cela ne va plus être le cas quand le monde sera digitalement et financièrement inclus. Parce
que tout le monde, de là où il sera, pourra désormais avoir accès à tout type de services et pouvoir payer et en jouir. Donc, il y aura aussi la reconnaissance mondiale, il y aura une réduction globale de la pauvreté. Et c'est vraiment ça, vers ça que nous essayons d'atteindre. Il y aura probablement une augmentation du revenu national. Et là, j'entends que notre SMIC actuel va augmenter. Il y aura une augmentation des opportunités d'emploi et des revenus. Et quand je parle d'opportunités d'emploi et de revenus, c'est qu'avec une inclusion financière digitale, il y aura de nouveaux métiers, il y aura donc tout simplement beaucoup plus d'emplois, il y aura aussi une meilleure paie. Et donc, on va aussi pouvoir contribuer à une distribution plus efficace des subventions. Donc, je vais donner un exemple très concret. Il y a des organismes internationaux comme l'USAID qui, aujourd'hui, quand ils vont faire des dons au Sénégal, donc vont faire des dons à des ONG ou à des organismes spécifiques. Et donc, avec une inclusion financière digitale au niveau macro, c'est qu'ils vont directement cibler les personnes. Donc, toute cette chaîne de valeur qui va se perdre en salaire ou en frais de gestion des dons va disparaître. Juste pour information, il faut savoir que 80% de l'argent qui sont donnés par les institutions internationales sont dépensés en salaire et en frais de gestion. Donc, il n'y a que 20% qui arrivent chez les bénéficiaires finaux. Ce qui veut quand même dire qu'aujourd'hui, quand même, un monde digitalement et financièrement inclus pourrait nous permettre de vraiment gagner. Donc, ça va être vraiment utile dans les régimes de sécurité sociale. Là, j'ai donné l'exemple des pensions de vieillesse, des pensions de bien-être. Ça va être utile, comme je l'ai dit, à des subventions qui vont créditer les comptes directement. Ça va être utile surtout pour colmater les fuites. Et donc, quand je parle de colmater les fuites, c'est beaucoup plus, ça va être un frein à la corruption et aux fraudes. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'argent passe au niveau de la corruption et de la fraude parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Et donc, dans un monde digitalement et financièrement, on ne souffrira pas de ce problème parce que tout simplement, on saura exactement qui a pris l'argent, à quel moment et combien il a pris. Donc, je vais commencer par détailler un peu cette introduction au niveau macro et micro, un peu plus en avant. Donc, et là, j'ai parlé du lissage de la consommation dans le sens où tout sera beaucoup plus fluide et nous serons beaucoup plus tous au même niveau. On sera protégé contre les dépenses qui seront inutiles, comme par exemple, comme je l'ai donné tout à l'heure, les frais de gestion et de salaire pour les dons qui sont faits. C'est aberrant, comme ça peut être un gap. On va pouvoir sécuriser les actifs contre les perturbations majeures. Donc, quand je dis sécuriser les actifs, c'est aujourd'hui vous investissez dans l'immobilier, il y a de l'inflation qui est là. Et donc, pour sécuriser concrètement cela, une meilleure traçabilité va pouvoir aujourd'hui réguler les marchés et donc éviter ces taux d'inflation ou bien ces prix qui sont faits de manière aléatoire par les propriétaires. On va pouvoir aussi avoir de meilleurs revenus, comme je l'ai dit, et surtout, on va avoir une utilisation rationnelle de l'épargne. Et quand je parle d'utilisation rationnelle de l'épargne, vous avez de l'argent, vous le mettez en banque, ils vous payent un taux débitoire, et eux-mêmes se font de l'argent dessus. Donc, ça ne va plus aller dans ce sens-là. Et d'autres bénéfices au niveau micro, on va surtout avoir aussi une libéralisation des crédits et des prêts de surgage. Comme je l'ai dit, moi, de mon entendement, les services financiers, ça englobe vraiment tout ce qui va être gestion de trésorerie routière. Donc, ça ne va pas se limiter au domaine bancaire fixe. Et donc, on va pouvoir aussi avoir cette augmentation à prendre des risques, à investir dans des bourses, à vraiment pouvoir faire de l'argent, beaucoup plus d'argent, à créer de la valeur. On va effectivement élargir les opportunités et les moyens d'existence. Donc, les gens pourront avoir plusieurs différentes sources de revenus et non se limiter à un salaire. Et bien entendu, on va gagner du temps. Et on va en gagner surtout. Voilà. Donc, je vais venir beaucoup plus préciser par rapport aux quels sont les bénéfices qu'on peut avoir sur cette inclusion. Donc, évidemment, les coûts vont diminuer. Donc, les dépôts qu'on va faire en banque vont vraiment être beaucoup moins chers. Et ça va surtout aider à mieux gérer les risques de liquidité que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, une banque dépasse beaucoup d'argent pour le cash management. Donc, quand tout le monde sera digital, financièrement stable,
Donc, il y a, par exemple, à prendre une agence de sécurité pour déplacer l'argent cash d'un point A vers un point B. Il n'y aura plus de cash qui va circuler autant que nous le vivons. On va aussi pouvoir permettre une augmentation des bénéfices, hein, ce qui va permettre quand même des perspectives à beaucoup moins ou plus de long terme aux banques. Et ils pourront profiter de la fortune du bas de la pyramide. Donc aujourd'hui, on sait que beaucoup d'argent sont exclus par les systèmes financiers classiques comme les banques. Et donc ces personnes-là pourront désormais, grâce à l'inclusion, pouvoir participer au système financier actuel. Et bien entendu, on aura d'immenses opportunités de vendre des produits d'actifs, des micro-assurances, des micro-produits de retraite. Donc, vraiment, l'inclusion, je me dis, c'est ce que nous attendons. Donc, quels sont les bénéfices pour les utilisateurs finaux comme moi? Qu'est-ce que je gagne à avoir un monde où tout le monde est inclus financièrement, que plus personne n'est exclu, que les chances sont égales? Donc, c'est vraiment aujourd'hui une assurance, hein, une assurance de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut gérer nos dépenses imprévues. Parce qu'on aura, par exemple, derrière un scoring, un historique des transactions et la banque nous fera beaucoup plus confiance. On pourra plus facilement emprunter, on pourra recevoir des transferts, comme je l'ai dit, des pensions, ça revient beaucoup parce que c'est le cas. On n'aura pas nécessairement besoin de visiter des endroits lointains pour pouvoir tout simplement être, comment je vais dire ça? Par exemple, je prends mon cas en tant que comment je vais dire ça, subvention, je vais appeler ça comme ça. Et donc, tout simplement, ça va nous permettre, nous, utilisateurs, de ne plus avoir à supporter les humeurs des services après-vente que nous avons l'habitude déjà de supporter. Et permettre d'avoir notre propre indépendance. Et tout simplement de pouvoir avoir des armes de l'envoi périodique de l'argent, pouvoir prévoir. En tant qu'utilisateur, nous aurons une financial qui nous permettront aujourd'hui de pouvoir gérer au jour le jour, ou bien même au niveau beaucoup plus long terme, nos dépenses. Donc, et pour les régulateurs, parce que actuellement, je pense, qu'est-ce que les régulateurs ont à gagner dans un monde où tout le monde est inclus? Donc, ils pourront mieux protéger les consommateurs. Aujourd'hui, un consommateur qui est victime d'arnaque ou de fraude, l'argent passe chez quelqu'un d'autre, c'est très difficile de le protéger. Mais avec une traçabilité optimale de tout et de tout le monde, il y a moins de failles dans le système. Donc, les consommateurs sont protégés. On va pouvoir protéger les intérêts de toutes les parties prenantes. Et là, j'entends les banques, les institutions de microfinance, les fintechs, tout le monde va se sentir protégé. Et on pourra avoir une vision vraiment globale des activités dans une perspective beaucoup plus large. Et ainsi pouvoir prendre des décisions stratégiques pour pouvoir atteindre des objectifs sociétals. Donc, la Banque centrale pourra de ce fait pouvoir prendre des décisions avérées parce qu'ils auront de la donnée qui va venir de la base pyramidale en bas. Je parle des bénéfices pour les intermédiaires financiers. Donc, ils auront des revenus supplémentaires, évidemment. Aussi petits soient-ils, ils vont économiser rien que sur la gestion du cash. Il y aura une clientèle supplémentaire parce qu'il y aura plus de gens qui seront prêts à utiliser ces services. Ils vont apporter, bien entendu, une plus grande notoriété, une plus grande crédibilité donc à ces services financiers qui, en un sens, étaient restreints à leur domaine, étaient restreints à un périmètre. Et qu'est-ce que ça va donner aux providers technologiques? Parce qu'aujourd'hui, qui parle de finances digitales inclusives va aussi parler de qui est-ce qui va technologiquement garantir la sécurité de la transaction. Donc, ils auront des marchés beaucoup plus larges, notamment pour les cartables. On aura ce sentiment de satisfaction qu'on contribue à l'agenda mondial, qu'on contribue au développement. On aura aussi l'opportunité de faire business. Et donc, notre champ d'action sera beaucoup plus large. Je pense, et globalement pour toute la société, on pourra encourager le gouvernement étatique à déplacer les distributions de subventions. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'État donne à certaines familles des aides sociales. Donc, pour éviter les détournements, tout simplement, aujourd'hui, la société va gagner dedans. On va aussi économiser les coûts de distribution.
de ces subventions. Comme tout à l'heure, je donnais l'exemple des ONG qui prenaient 80% de frais de gestion et un salaire quand même. Et cela va aussi aider à colmater les fuites. Et par là, fuite, j'entends toujours fraude et corruption. Donc, le gouvernement va pouvoir éliminer les inégalités du système, on va pouvoir donner plus de possibilités d'effectuer des transferts de sécurité sociale, des pensions, et bien sûr, ça pourra nous aider à toujours colmater les fuites. Et pour l'économie, donc, on pourra vraiment apporter un nouveau cadre financier formel. Et donc, ça va notamment augmenter les ressources. Donc, aujourd'hui, qui dit une traçabilité dit qu'une formalisation de tout ce qui est petites entreprises aussi. Parce que même si elles ne le souhaitent pas ou bien déclarent moins de revenus que ces enfants, si tout est tracé, elles sont obligées de payer l'impôt juste. Donc, la probabilité de rentrer dans ce pic, je pense j'en ai parlé, la meilleure possibilité de libérer le potentiel économique des personnes qui résident dans les centres urbains et périurbains, suivre l'historique financier des individus, je pense j'en ai parlé, et en dernier, réaliser une croissance vraiment beaucoup plus rapide en intégrant les courants dominants. Donc, qui dit plus d'utilisation, dit plus de données, dit bien sûr plus de décisions stratégiques dans l'intérêt de tout le monde. Donc, je pense que le docteur a vraiment parlé du Sénégal. Je vais juste conclure pour tous les banques ou pas, et pour les banques, et pour les intermédiaires, et pour les. Et donc, en raison de l'augmentation du revenu, de meilleur accès aux communications, aux médias, au niveau de sensibilisation, à l'inclusion des personnes qui vivent dans les zones urbaines et périurbaines, et bien entendu, aux aspirations de ces personnes-là. Donc, tout cela va permettre une augmentation. Et en dernier, les banques ne pourront pas ignorer beaucoup plus longtemps toutes ces opportunités, malgré les risques que représente cette inclusion, malgré aussi tout ce que ça peut aller à l'encontre de leurs politiques qui sont vraiment très rigides et limite obsolètes. Donc, il est maintenant temps, il est là, de laisser tous ces différents acteurs se réveiller et de commencer à saisir l'opportunité de la digitalisation financière de manière beaucoup plus agressive. Donc, je vous remercie. Je pense que j'ai essayé de ne pas être rébarbative ou répétitive avec les points que le docteur a déjà soulignés. Et je suis vraiment ouverte aux questions et aux réponses. Oui, allô? Merci pour ce brillant exposé des conférenciers. Je rappelle que le webinaire thématique est interactif. Il y a des experts connectés, il y a des étudiants qui auront peut-être à apporter un plus par rapport à cette conférence. Si vous avez une question ou une réflexion, vous demandez la parole, vous vous présentez, puis vous posez votre question ou exposez votre réflexion. Merci. Oui, allô? Si quelqu'un veut intervenir, peut prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, c'est qui? Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Gisela. Bonjour, Monsieur Diop et Madame Fall. C'est un très brillant exposé de la situation du digital money, que ce soit le mobile banking ou bien mobile money. J'aurais deux questions, une pour chacun des présentateurs. Déjà, pour Monsieur Diop, c'est qu'en tant qu'expert financier et travaillant à l'observatoire, il voit comment le mobile money prend le dessus et également les autres méthodes de financement alternatives telles que les mutuelles et autres sur la finance classique. Comment déjà, avec l'expérience de digital money qu'ils avaient, pensent-ils, on va dire, faire une contre-attaque, un retour pour pouvoir gagner les populations? Parce qu'actuellement, ce sont les autres types de moyens de paiement, comme par exemple Paydonia, Free Money, Wave, qui actuellement sont les plus utilisés par la majeure partie de la population. Le plus grand volume de transactions se fait par là-bas. Et déjà encore, comment est-ce qu'ils
risquent d'apporter comme risque, entre guillemets? Comment veulent-ils apporter une valeur ajoutée aux clients? Parce que comme ils disent eux-mêmes, c'est que les taxes, les petites taxes qu'ils font, les agios, la red tape qu'il y a actuellement dans les banques, la paperasse administrative, souvent le fait que ce soit nébuleux pour quelqu'un qui ne comprenne pas comment la finance fonctionne, c'est que les banques occidentales sont assez évoluées actuellement pour apporter des services à un coût moindre, voire quasi pas de coût. Mais actuellement, dans nos secteurs, on voit que non seulement il y a une lourdeur administrative et qui coûte cher, et en plus, le client, à moins qu'il ne transige sur de très grosses sommes, il ne voit pas vraiment l'intérêt à s'engager, à s'inclure dans les systèmes financiers classiques. Ma deuxième question est pour Madame Fall. C'est que comment est-ce qu'actuellement avec Paydunia, parce que j'ai eu une fois à l'utiliser, mais bon, c'est que ils ne sont pas trop au devant de la scène, comparé par exemple à Orange Money ou bien Free, qui ces temps-ci, eux, se digitalisent de plus en plus. Par exemple, il y a des moyens de paiement sur carrément des sites qui peuvent, ils proposent des alternatives comme le fait Visa ou bien les PaySafe Card aux États-Unis et en France. Comment Paydunia actuellement prévoit de plus pénétrer le marché sénégalais? Merci. Et encore une fois, on vous remercie pour ce brillant exposé. Allô? Allô, Allô? Madame Fall. Non, allô? Oh, je ne peux pas répondre. Allô? Allô? J'ai Allô, déjà posé ma Et je question. Vous m'avez disais que reçu? je suggère qu'on recense d'abord toutes les questions et après les orateurs vont répondre. Ça peut aller? je pense que ce sera beaucoup plus simple comme vous essayez d'aller dans un format interactif, d'essayer de nourrir le débat en live. D'accord. Donc, Parce que vous voulez répondre au fur et à mesure, c'est ça? je crois, oui, et même leur poser des questions. Madame, monsieur, docteur Diop, Que moi, la méthode qui vous convient m'adhère parfaitement, il n'y a pas de souci. d'accord. Je crois que je vais m'allier derrière la proposition de Madame Fall qui souhaiterait interagir au fur et à mesure. Oui, Donc, oui. il y a Question. deux questions qui ont été posées par Abdul Razak euh, pour Dr Diop, ainsi que la seconde question pour pardon, Madame Fall. Vous avez la parole, Dr Diop ou Madame Fall. D'accord. Madame Fall, allez-y. Bon, je vais vous donner la primauté parce que la première partie de la question m'a échappé en ce qui me concerne, concernant l'observatoire. Je vais demander à celui qui a posé la question de bien la reposer encore. Mais la partie qui incombe à Madame Fall, et Madame Fall pour la répondre. Madame Fall, allez-y. D'accord. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup plus parlé du fait qu'on n'était pas suffisamment agressif dans le marché. C'est qu'à la différence de Orange Money et de Wave, nous ne sommes pas une marque B2C. Donc, je pense que le docteur Joe a un peu évoqué les différences entre les fintechs quand vous êtes B2C ou B2B. C'est qu'exclusivement aujourd'hui, tous nos clients sont des entreprises. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui font beaucoup d'argent, mais qui sont méconnues du public parce que nous ne sommes pas leur public. Et nous ciblons vraiment, comme vous l'avez remarqué, des sites web et des applications mobiles. Donc, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que nous ne sommes pas concurrents de Orange Money. Au contraire, des partenaires. Parce que nous faisons ce que nous appelons de l'agrégation. Donc, on permet un one-stop shop, c'est-à-dire qu'en une seule intégration, c'est-à-dire que je n'utilise pas les termes techniques. Donc,
Allô? Madame Fall a perdu le réseau, on dirait. En attendant, est-ce que Monsieur Seibou peut nous rappeler, peut poser autrement la première question qui était destinée à Dr. Diop? Si, Je vais si, m'excuser, sans demander problème. peut-être à l'orateur de Allô? bien vouloir quand même reprendre sa question, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. J'ai perdu une partie quand même de la question. Monsieur Diop, c'était que, en gros, c'est que la banque, le système bancaire peut apporter beaucoup à l'économie, comme c'est le cas, ce qui a été fait en Asie et en Occident. C'est qu'actuellement, les coûts sont trop chers, il y a une lourdeur administrative et qu'actuellement, c'est la raison pour laquelle les acteurs de l'économie, tout le monde, c'est-à-dire, se penchent de plus en plus vers les moyens alternatifs. Comment actuellement, sachant cela, parce que vous avez très bien exposé les problèmes, vous avez même vous-même donner les défis. Et ce n'est pas la première fois. Bon, en tant qu'étudiant, ça fait déjà 5 ans sur les conférences, les petites visio qu'on a faites. On sait quels sont les problèmes. Mais comment vous prévoyez, en tant qu'acteur du secteur financier, de remédier à cela? D'accord. Oui, c'est une excellente question, hein. Je pense que vous l'avez si bien dit, depuis quelques années, et je commence à durer dans le secteur, hein, bientôt une quinzaine d'années, c'est les mêmes problèmes, mais en réalité, il faut nécessairement qu'on s'attaque un peu à des solutions définitives et voire même durables. Et à mon avis, il faut solutionner les problèmes liés à la bancarisation à plusieurs niveaux. Alors, le premier problème qui est très proche, hein, et qui peut-être va permettre de pouvoir régler une pierre deux coups le problème de l'accès et de l'utilisation, il faut nécessairement une éducation financière des populations. L'éducation financière, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, hein, mais c'est des réflexes, c'est des comportements. Il faut nécessairement que les usagers, les populations puissent être éduqués financièrement sur comment, en tout cas, approcher les banques, comment éviter des erreurs de tarification, comment également lire une convention de compte, comment accéder en crédit, etc., etc. Et tout ça, je pense que ça permet un peu, en tout cas aux populations qui sont même vulnérables, d'avoir en tout cas une meilleure connaissance, en tout cas des produits, des services, faire les choix nécessaires, les choix judicieux, et pourquoi pas aller dans le sens même d'une meilleure inclusion financière. À mon avis, c'est un premier aspect, le renforcement de l'éducation financière. Et dans ce sens, nous, à l'Observatoire, hein, pour les gens qui ne le connaissent pas, nous avons un programme d'éducation financière de masse, c'est-à-dire où nous utilisons plusieurs outils pour, en tout cas, attaquer la question quand même de l'inclusion financière. Donc, éduquer encore les populations à travers les sketchs, les bandes dessinées, à travers les formations, à travers les sensibilisations. Je me rappelle l'année dernière, nous étions à Subdeco, nous avons tenu une conférence publique au profit des étudiants pour en tout cas avoir quand même des méthodes, hein, d'acquisition à partager avec les étudiants sur comment stimuler l'esprit entrepreneurial. Parce que l'éducation financière, ce n'est pas seulement une connaissance des produits et des services financiers, mais il faut en tout cas avoir l'ensemble des rudiments qui vous permettent de pouvoir en tout cas gérer en tout cas votre activité économique et financière. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, il faut que également nos pouvoirs publics s'attaquent un peu à la question de la bancarisation. Dans certains pays, par exemple, il y a un certain nombre beaucoup de services qui ont été rendus gratuits. Dans le cas de la BCEAO, c'est le cas. Mais pour moi, il faut aller encore dans le sens d'un élargissement quand même de ces services bancaires-là. C'est-à-dire, je ne sais pas si certains étudiants l'ont vécu ou non, ou même je sais qu'il y a des collègues salariés qui l'ont vécu. Si vous voulez quitter une banque et pour aller dans une autre banque, mais c'est la croix et la bannière, hein. On va vous faire payer plus de 150 000 francs. Donc, il faut nécessairement qu'au niveau des pouvoirs publics, en l'occurrence la Banque centrale, qu'on s'attaque un peu à tout ce qui est également élargissement des services bancaires de base pour que le client se sente davantage protégé en termes de tarification. Bien qu'on a des conditions libres, mais je pense qu'il faut
nécessairement, en tout cas, renforcer, en tout cas, la protection en matière, n'est-ce pas, de tarification, proposer davantage de services bancaires de base. Et la dernière des choses, moi, je pense qu'il faut nécessairement également que les opérateurs sachent que le client doit être au cœur quand même du dispositif quand même ou du milieu financier. Ça veut dire quoi? Sans les clients, les banques ne peuvent pas survivre. Donc, il faut améliorer la qualité des services. Et ça, je pense que c'est quand même c'est du ressort des opérateurs. C'est-à-dire, un client qui vient vous voir, c'est pour des dépôts, c'est pour des transferts, c'est pour des commissions, etc. Et donc, le client doit être encore mis, n'est-ce pas, au devant de la scène. Et donc, dans certains pays, hein, moi j'ai l'habitude de le dire, si vous allez en France et que vous voyez votre chargé de clientèle, vous pensez que, voilà, vous vous connaissez depuis des années, alors que c'est pas ça. Ce qui les intéresse, c'est plus la qualité de l'accueil. Nous, dans nos pays, je pense qu'il y a des efforts à faire pour que, en tout cas, nos institutions financières puissent montrer que le client se retrouve quand même dans les services qui sont offerts. Et donc, voilà un certain nombre d'aspects que moi, je pense qu'il faut nécessairement qu'on y travaille. 1, l'éducation financière. 2, il faut nécessairement que les tarifs soient mieux maîtrisés, bien qu'on a des conditions qui sont libres, c'est-à-dire la libéralisation a créé ce problème-là. 3, il faut une meilleure qualité des services. Voilà. Merci, M. Diop. Si je puis me permettre d'apporter une petite pierre à côté de votre expertise, c'est que actuellement, les institutions bancaires ont le temps qui joue contre eux parce que le marché est en train d'être gagné par les services qu'on a déjà cités et déjà par une qui est présente, Paydunia, qui était là. On pourrait déjà apprendre très bien de Orange parce que la façon dont ils ont éduqué les clients à utiliser Orange Money, à les comprendre, via par exemple de petits spots publicitaires qui sont par exemple des mini-films, en s'intégrant par exemple dans certains films ou événements, en banalisant, en comment dirais-je, en le démystifiant, voilà, en démystifiant les services bancaires, mobile money ici en l'occurrence, au public. Et actuellement, la banque n'a pas le temps d'attendre ça parce que les gens se détournent d'eux. Ils ne vont vers les banques qu'en cas de situation nécessaire ou bien qu'il le faut pour des histoires d'officialisation, de traçabilité. Et également, on peut également apprendre d'Orange dans le sens où, au début, on s'est rendu facile pour les utilisateurs en baissant ses coûts, voire pas de coûts. Et après, au fur et à mesure, ils ont commencé à mettre des taxes et tout, parce qu'ils savent qu'il faut jouer sur le volume. Même si actuellement, les banques ont l'avantage sur les volumes, les gros volumes, en termes de montant et tout, mais Orange le gagne en termes de transfert qui se fait, parce que peu importe les montants sur chaque transfert, Orange gagne au minimum quelque chose. Et c'est cette manne-là qui représente, on va dire, 60-70% du marché qui est en train d'être perdu par le secteur financier. Encore une fois, très bonne. Merci de votre réponse, M. Diop. Merci d'avoir participé à cette conférence. Absolument. Bon, je suis parfaitement d'accord avec vous, M. Sebou. Je pense que c'est ça, la configuration a changé. Et les banques l'ont compris, hein. Excusez-moi, monsieur le modérateur, c'est pour un peu conforter ce point de vue. Les banques l'ont compris. Hein. Je pense que maintenant, il y a plus quand même de synergie même dans l'écosystème. Avant, les banques étaient très réticentes à attaquer, par exemple, certains segments, le secteur informel, les gens qui n'ont pas de revenus. Voilà, de plus en plus, on est en train de voir une reconfiguration du système parce qu'il y a des parts des marchés qui sont maintenant perdues. Et de plus en plus, et ça vous le connaissez, hein, de plus en plus, il y a des émetteurs de monnaie électronique tels qu'Orange qui vont aller, n'est-ce pas, dans le sens de la création de banques. En Côte d'Ivoire, c'est en cours. Et vous savez, Orange, comme c'est un groupe, on va avoir une certaine filialisation quand même de ces banques-là mobiles. On va aller dans le sens même de ce qu'on appelle les banques mobiles. Parce qu'on veut l'argent du beurre, on veut le beurre et on veut le couteau qui a coupé le beurre également, justement. Et donc, je pense qu'on va aller dans le sens quand même d'une configuration qui va, en tout cas, permettre, en tout cas, une meilleure offre de service. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Voilà. Voilà. Merci,
chers collègues. La parole à M. Boussofal. Allô? Je vois une main levée ici. C'est Boussofal, n'est-ce pas? Excusez-moi, c'est Madame Fall, donc j'ai dû switcher le device. Ah, d'accord. Je vois une main levée ici. C'est qui? Veuillez m'excuser. C'est ma main. Je vais la baisser. Ah, d'accord, ça marche. D'accord. Donc, je voulais juste apporter ma petite contribution à la question du monsieur sur qu'est-ce que nous pouvons concrètement faire en tant qu'acteurs. Oui. Et là, je vais parler en tant qu'acteur du privé parce que de ce que j'ai remarqué, et c'est la réalité. Effectivement, il faut un changement de politique, de régulation et de beaucoup de choses qui doivent venir d'en haut de l'État. Mais c'est des choses qui prennent du temps. Mais en tant qu'acteur du privé, nous, ce que nous pouvons faire, c'est de chercher à valoriser ce qui existe, à valoriser notre marché pour attirer des investisseurs privés qui, eux, vont trouver de l'intérêt à pouvoir permettre à ces populations d'être beaucoup plus consommatrices et donc de pouvoir investir dans des infrastructures qui leur permettront d'avoir cette inclusion financière. Et je vais prendre, par exemple, Proparco, qui est comme un fonds européen assez connu, qui a l'habitude aujourd'hui de donner les fonds aux États et qui a quand même vu ce changement de mentalité et de politique et qui pense de plus en plus à chercher à donner de l'argent au privé parce qu'ils apportent une certaine valeur ajoutée et qu'ils n'ont pas cette lourdeur administrative-là. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter, c'est que c'est bien d'attendre l'État, mais nous tous, nous savons que ça va prendre beaucoup de temps, que la sensibilisation, il faut que ça commence quelque part. Et vous avez très bien pris l'exemple d'Orange. Ils n'ont pas attendu l'État. C'est un privé. Ils se sont lancés. Ils ont cherché à faire adopter leurs services. Et aujourd'hui, ils sont leaders du marché. Un de leurs concurrents est venu. Ils sont en train de piquer des parts de marché parce qu'ils ont aussi adopté la même politique de pénétration. Et je crois que c'est ça que nous devons tous faire. Offrir des services, créer de la valeur et pousser les gens à les utiliser. Et après, les politiques suivront. Parce que les politiques et la régulation, ça prend toujours du temps. Merci, Madame Fall. Monsieur Ghislain, j'aurais une autre question pour Monsieur Diop, si je peux. C'est toujours Monsieur Seibou? Oui, c'est oui. D'accord. Oui, on vous écoute. Monsieur Diop, c'est que la création monétaire est assez, comment dire, tutorée par l'État parce que c'est un truc assez sensible qui touche la macroéconomie, le trésor et tout, parce que la quantité de monnaie, il faut qu'elle soit très bien régulée pour ne pas éviter des dérapages dans l'économie. Mais lorsque des acteurs qui ont un cœur métier différent de la finance ou bien qui ne sont pas des acteurs ceinturés par la réglementation comme Orange, qui est différente d'une banque ou bien d'une institution financière régulée avec la réglementation classique, y a-t-il pas un certain danger, un découvert auquel on s'expose? Parce que Orange il y a des malversations qui peuvent être commises et n'oublions pas que c'est une entreprise qui risque d'avoir une mainmise totale sur une économie nationale en étant elle-même étrangère à cette économie. Parce que quoi qu'on puisse dire, peu importe le plus que Orange pourra apporter, c'est une entreprise étrangère qui fonctionne les bénéfices qu'elle va rapatrier et qui a en premier l'intérêt du Sénégal, on va dire, comme premier sujet. Le modérateur, oui, je peux y aller. Oui, le docteur voilà. Oui, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, hein, c'est que Orange, la filiale Orange Finance, hein, parce qu'il faut le dire, c'est une filiale qui a un agrément d'établissement d'émetteur de monnaie électronique. Il faut savoir que c'est quand même une institution de mobile qui est agréée, mais qui surveille, hein, il faut le dire, au même titre que les banques et les institutions de microfinance. Je vous renvoie à une instruction réglementaire, hein, qui a été élaborée par la Banque centrale. Et cette instruction délimite un peu quand même les conditions d'exercice même, hein, d'un établissement de monnaie électronique, qui peut être établissement de monnaie électronique, qui peut être émetteur de mobile money. Il y a un agrément, il y a des conditions souvent même draconiennes, ce qui fait que, par exemple, dans notre zone, vous verrez très peu d'établissements émetteurs de monnaie électronique. Donc ça,
c'est pour vous rassurer que dans les conditions d'exercice, ça existe. Et même les conditions par rapport au fonctionnement même de l'émission de monnaie électronique. Orange, par exemple, doit respecter un certain nombre de ratios prudentiels. Ces ratios-là, on les connaissait pour les banques et les institutions de microfinance. Mais je peux vous assurer que l'instruction qui est en cours de mise en œuvre, qui est actuellement exécutée par tout opérateur, n'est-ce pas, de mobile money, cette instruction-là est respectée. Et donc, toute institution de mobile money doit être quand même soumise à ce cadre réglementaire-là. Ça, je vous le dis. Et pour plus d'informations, je peux vous envoyer même le lien qui permet un peu d'encadrer, en tout cas, l'émission de monnaie électronique. C'est l'instruction numéro 008 de 2015. D'ailleurs, même cette instruction a fait l'objet quand même de réaménagement encore. Donc ça, c'est pour vous rassurer, parce que comme vous le dites, hein, la monnaie électronique, c'est du dépôt. Hein. Dès l'instant où vous faites un envoi, où vous faites un transport, un dépôt, où vous faites une opération de paiement, c'est un dépôt. Hein. Donc, c'est de l'argent qui est stocké quelque part. Et donc, il faut nécessairement que, en tout cas, l'autorité de régulation puisse veiller, n'est-ce pas, à la bonne utilisation. Parce qu'après tout, c'est une épargne publique. Donc, il y a justement une bonne supervision. Et ça, c'est la Banque centrale qui supervise aussi bien l'agrément que, en tout cas, les conditions de fonctionnement. Et même, il y a des conditions de retrait même de l'agrément si, en tout cas, un certain nombre de critères ne sont pas respectés. OK. Et encore une question, M. Diop. Je suis un maîtriseur en finance, c'est pourquoi je suis... Monsieur Seydou, je vous en prie, nous allons donner la parole à une autre personne. Après, on pourra faire une deuxième série de tables pour poser d'éventuelles questions. Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, Ndeita, c'est ça, je pense bien votre prénom, Ndeita Letika, vous avez la parole. Oui, alors bonjour et merci à Monsieur Diop et Madame Fall pour la présentation. Moi, j'aurais 3 questions. La première va à l'endroit de Monsieur Diop et les autres sont pour Madame Fall. Pour la première question, j'aimerais savoir si la monnaie, le mobile money est émis uniquement par les institutions non bancaires ou bien sont émis également par les banques et les fintech. Pour la deuxième question, j'aimerais savoir Paydunia est classé dans quelle catégorie? Le mobile banking ou les fintech? Et la dernière question, on sait bien que au niveau des points de retrait, les services dépendent de l'humeur du personnel. Et j'aimerais savoir si Paydunia a quand même prévu de revoir son personnel. Qu'est-ce qu'il a prévu concrètement pour pouvoir pallier à ces problèmes? Parce que lorsqu'on voit que l'humeur du personnel est mauvaise, par exemple, ça décourage de pouvoir utiliser les services financiers et tout. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que Paydunia gère cette situation. Merci. Merci. Oui, cher orateur. Oui, je vais revenir parce que je pense que je suis passée un peu vite au courant de mon exposé. Donc, j'avais dit que la Banque centrale, à ce jour, n'avait que 3 types d'agréments. Donc, l'agrément d'émission de monnaie électronique, l'agrément pour les systèmes financiers décentralisés et l'agrément bancaire qui est beaucoup plus global. Donc, ça, c'est dans notre zone actuellement. Donc, les émetteurs de monnaie électronique sont régulés par la Banque centrale. Et je pense que le docteur a évoqué l'instruction de 2015 qui est en fait qui est suivie. Et donc, pour dire la vérité, quand vous êtes en train d'émettre de la monnaie,
il y a des règles que vous devez suivre. Il y a un dépôt en argent qui est déjà à la banque, qui garantit que Orange peut utiliser l'argent des tiers, parce qu'il faut quand même protéger l'argent de ces tiers-là. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais il faut savoir qu'il n'y a que ces 3 agréments à l'instant T. Ce qui veut dire que par défaut, si vous ne rentrez pas dans ces 3 catégories, vous n'avez pas un agrément délivré par la BCEAO. Donc, ce n'est pas, nous, Paydunia, n'avons pas d'agrément délivré par la BCEAO. Et donc, on est communément ce que nous appelons une fintech dans le sens où on va dire qu'on fait de la finance avec la technologie. Dans le sens où nous faisons la gestion de trésorerie du tiers pour nos clients business. Mais nous, ce que nous faisons, c'est d'abord de l'agrément. On respecte toutes les spécificités et toutes les caractéristiques de cette instruction numéro 15 parce que nous avons des contrats avec ces émetteurs de monnaie électronique et nous sommes, même si ce n'est pas directement régulé par la Banque centrale, nous sommes indirectement impactés par ces règles de gestion de la trésorerie dans notre zone. Ce qui fait qu'en tant que Paydunia, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir certaines pratiques. Donc, pour en revenir sur le fait que le consommateur peut des fois se sentir lésé par les humeurs des agents qui sont dans les points, ça, c'est vraiment un point général, surtout le Sénégal. Et malheureusement, il aurait fallu qu'il y ait des acteurs qui ont cette qualité de service, ce suivi d'expérience utilisateur, qui allait tout simplement pousser les clients à aller chez celui qui les traite le mieux. Et donc, à la fin, tout le monde va bien traiter ses clients. Nous, chez Paydunia, malheureusement, nous n'avons pas de point physique. Comme je le disais, nous sommes en partenariat avec les émetteurs de monnaie électronique et certains systèmes de transfert d'argent, ce qui fait que nous n'avons pas, on ne peut pas se déplacer dans un point pour dire je veux par exemple transférer de l'argent via Paydunia. Tout ce que nous faisons est entièrement digitalisé. Nous ne faisons pas le cash management. C'est vraiment ça notre réelle valeur ajoutée. Et de ce fait, aujourd'hui, notre service après-vente, service client, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est même ce qui fait qu'à l'instant T où nous parlons, nous sommes leaders sur le paiement en ligne au Sénégal parce que tout simplement, nous traitons bien nos clients. Donc, à la fois nos clients business partenaires que les clients de nos clients, c'est-à-dire les clients finaux. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, enfin les 3 questions, ou si j'ai bien expliqué. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me reprendre. Je vais essayer d'être beaucoup plus spécifique, ou si j'ai bien eu la teneur de la question. Voilà. Oui, merci. Vous avez bien répondu aux 2 dernières questions. Mais pour la première question, Monsieur Aliou Diop avait dit que le mobile money est émis uniquement par les institutions non bancaires. C'est pourquoi je voulais vraiment une précision. Ah, merci beaucoup. Donc, ce que je disais, c'est que l'agrément bancaire est global. Donc, aujourd'hui, les banques peuvent émettre de mobile money. Et je vais vous donner un exemple très clair. Nous avons la SGBS avec Yup, qui est son porte-monnaie électronique. Si je prends aujourd'hui Weasel, qui est aussi un wallet de mobile money, derrière, c'est la banque Atlantique qui est derrière. Donc, les banques ont un agrément global, ce qui veut dire qu'ils peuvent faire tous les services financiers. Donc, de ce fait, eux aussi peuvent émettre leur propre mobile money. Donc, j'espère que c'est assez explicite. Absolument, pour conforter Mme Fall dans cette position. Effectivement, quand on parle de mobile money, à la limite, c'est un modèle qui est beaucoup plus souple. C'est-à-dire, un mobile money peut être émis justement par la banque, parce que la banque a l'agrément qui lui permet d'être quand même émettrice de monnaie électronique, parce que la banque, dans ses missions, elle a une mission essentielle d'émission de monnaie électronique. Donc, quand vous voulez émettre de la monnaie électronique, tel que le mobile banking ou le mobile banking, ça peut être le cas, la banque ne va pas demander un agrément parce qu'elle a déjà quand même l'agrément qui lui permet de pouvoir exercer en tant que banque. Maintenant, vous ferez juste dans l'instruction réglementaire, on insiste sur la déclaration préalable parce que quand vous voulez développer un produit nouveau, il faut nécessairement que l'opérateur puisse déclarer ça à la banque centrale pour qu'on puisse savoir les caractéristiques de ce produit-là, est-ce que c'est adapté en termes de coût, tout ça, etc. Parce que c'est un produit nouveau que vous voulez lancer et ça, c'est important en termes de transparence. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus,
le modèle de mobile money qui est le plus quand même, qui est le plus développé, en tout cas dans l'écosystème, c'est un modèle non bancaire, c'est-à-dire un modèle qui n'est pas forcément, en tout cas, qui n'est pas forcément déroulé par, en tout cas, une banque. Quand on voit un peu les parts de marché même dans l'écosystème du mobile money, on se retrouve sur une prédominance même des opérateurs qui ne sont pas bancaires. Au Sénégal, c'est Orange Money qui vient en tête. Hein. En deuxième position, vous avez justement Free Cash, si je n'ai pas étonqué le nom, et vous verrez par la suite les autres opérateurs plus ou moins bancaires. Mais il faut se dire que l'écosystème a changé. Ce n'est plus les banques qui peuvent offrir, n'est-ce pas, un service de finance digitale, mais il y a des acteurs non bancaires qui ont marqué leur présence et je pense qu'ils ont bénéficié de ce qu'on appelle l'expérience client. Parce qu'un opérateur télécom a un vécu professionnel, a un vécu également commercial et il a profité quand même de ce marché-là. Donc l'expérience client est extrêmement importante, en tout cas dans le développement d'un produit mobile money. Mais il faut nécessairement également que ce produit puisse être adapté aux besoins de la clientèle, parce que Orange Money, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour l'utiliser, ni Freecash, ni Expresso, etc. Et pour Youp, maintenant, ils ont suivi le marché. Parce qu'avant Youp, c'était au départ, je pense que c'était un autre produit qui a remplacé Youp, j'ai oublié son nom. Mais Youp a compris qu'il ne faut plus quand même cibler seulement les clients bancaires. Et Youp, maintenant, même si vous n'avez pas un compte bancaire, vous pouvez l'utiliser. Ce qui fait que donc, ça permet au moins de s'arrimer par rapport au marché. Donc, pour résumer encore sur votre question, le mobile money, c'est un modèle qui peut être développé par une banque ou par une non-banque. Mais ce qu'on voit, n'est-ce pas, dans l'écosystème, c'est que le modèle non-banque est beaucoup plus, en tout cas, est beaucoup plus visible. Voilà. Merci, cher orateur. Oui, quelqu'un a écrit. Bonsoir, monsieur. Serait-il possible d'avoir... Il y a une participante au nom de Ndoye Fatou Diop qui demande si elle peut avoir le document de présentation. Monsieur Dr Diop. Oui, oui, en fait, j'ai envoyé à M. Ndiaye, à Lyon. Je pense que à toute fin utile, le document pourra être mis à vos dispositions, parce que c'est une documentation publique, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci. D'autres intervenants, s'il vous plaît? Des questions? S'il n'y a plus de questions, je crois que nous allons... Oui, allô, il y a Deita. Oui, vous avez la parole. Oui, j'aimerais revenir un peu sur l'utilisation de Paydunia. Oui. J'aimerais savoir si il faut nécessairement avoir un compte au niveau de Paydunia pour avoir accès, parce que au niveau de la présentation, on n'a pas eu à avoir cette information. Madame Fall. Donc, veuillez m'excuser, lors de la présentation, j'ai vraiment essayé d'aller assez vite pour rendre les choses beaucoup plus intéressantes et moins ennuyantes le plus possible. Donc, je vais revenir sur Paydunia en tant que tel. Donc, je pense que j'ai dit que nous étions un agrégateur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous offrons, ce sont des solutions aux entreprises qui souhaitent à la fois collecter leur argent ou le débourser. Donc, l'utilisateur final
c'est-à-dire la personne qui veut payer ou qui doit recevoir son argent, n'a pas du tout besoin d'un compte PayDunia. Je vais donner des cas très précis de use case. Par exemple, si aujourd'hui vous allez dans un des sites web partenaires de PayDunia, il y en a un que j'adore, hein, Favela Shop, parce que ça vend des cosmétiques. Et donc, vous venez, vous allez juste, vous pouvez même ne même pas remarquer que c'est PayDunia qui est là, parce qu'on fait aussi de la marque blanche. Vous venez, vous cliquez payer avec Orange Money, vous faites tout votre paiement sans avoir besoin de compte PayDunia. C'est la même chose avec votre carte bancaire, c'est la même chose avec nos services, enfin les codes vouchers que nous délivrons pour que les gens puissent payer en cash dans des points de cash services comme Wave. Donc, c'est vraiment en fait laisser libre choix à l'utilisateur final de pouvoir jouir de son service sans aucune contrariété. Donc, ce qui malheureusement aujourd'hui nous ne faisons pas encore, c'est du B2C pour pouvoir quand même aller vers ces populations qui sont très très reculées et qui aujourd'hui sont freinées par le manque d'infrastructures. Mais en dehors de ça, si vous avez juste votre portable, vous pouvez utiliser nos solutions sans avoir de compte PayDunia. Oui, peut-être le rédacteur sur ce point, hein, je pense que Madame Fall a bien répondu. Je voudrais juste peut-être dire que les fintech, hein, et ça je pense que c'est bon pour nos étudiants de le savoir, hein, la difficulté dans notre système financier actuel, c'est que les fintech, il n'y a pas une réglementation hein, qui encadre un peu les fintech parce qu'on n'a pas vu venir, hein, parce que ça a été tellement rapide le développement de ces innovations-là que le régulateur, en l'occurrence la Banque centrale et peut-être même au niveau supranational, ils n'ont pas vu venir quand même la percée quand même de cet acteur du marché. Mais vu quand même la valeur ajoutée hein, ou l'importance même de cette chaîne d'activité, il y a des initiatives hein, qui sont en train d'être développées pour au moins, en tout cas, encadrer ces fintechs-là pour que les fintechs puissent être quand même exercés dans la plénitude quand même de leurs activités. Je pense que ça permettra peut-être de mieux prendre en compte même les besoins de la clientèle. Certes, PayDunia, InTouch, c'est des agrégateurs, mais je pense qu'il est bon quand même que ces fintechs-là puissent avoir une stratégie de développement pour au moins attaquer davantage les segments qui sont toujours quand même qui sont toujours quand même du ressort des banques ou des établissements de méthodes de monnaie électronique. Je pense que la réglementation devra évoluer dans ce sens pour au moins prendre en compte, en tout cas, ce dernier acteur hein, qui est venu, c'est les fintechs, qui sont incontournables. Si vous le permettez, j'aimerais juste rajouter ceci. Vous avez entièrement raison. Et c'est même pour ça, dans mon exposé, j'ai vraiment parlé du fait que la réglementation est un frein. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même limite à la merci de ceux qui ont ces agréments. C'est eux qui vont définir les clauses des contrats. C'est eux qui vont définir comment ça va se passer parce que nous ne sommes pas directement régulés. Et dans le cas de PayDunia, nous, on se limite à des services financiers de première génération, c'est-à-dire uniquement du paiement. Mais si on avait une véritable réglementation, nous pourrions faire des services de deuxième génération comme de l'épargne, comme du crédit. Donc, c'est vraiment exactement le nœud du problème à l'heure actuelle. Et je sais que la BCEAO a beaucoup d'initiatives. Ils disent qu'ils travaillent dessus depuis au moins 2015 parce qu'on les a rencontrés depuis 2015 en la direction de la monétique. Mais jusqu'à présent, comme je l'ai dit, l'État, les gouvernements, c'est des choses qui sont très, très lentes. Voilà. Bon, c'est des aspects communautaires, hein? Madame Fall, je vous taquine. Alors, le problème de la Banque centrale ou même des autres institutions communautaires, c'est que c'est des textes réglementaires qui doivent être ratifiés au niveau communautaire. Mais je sais qu'en tout cas, cette question préoccupe beaucoup quand même les régulateurs et ne soyez pas étonnés hein, un jour d'avoir une réglementation spécifique ou même, en tout cas, un certain nombre d'aménagements réglementaires. En tout cas, c'est prévu parce que dès l'instant où il y a un stockage, quand même, il y a un stockage de monnaie ou il y a un stockage quand même de déposites sur votre plateforme,
ça intéresse quand même le régulateur parce que c'est de l'argent. Merci beaucoup, maître cher orateur, chers camarades étudiants. Si vous n'avez plus de questions ou bien des réflexions à exposer, nous allons conclure ce webinaire. Pour conclure, il y a deux questions, c'est ça? Quelqu'un veut intervenir? Docteur Diop, vous voulez intervenir encore? Non, c'est bon. Je suis à la disposition des étudiants pour les questions. Non, je pense que s'ils ont des questions, nous sommes à leur disposition. Je pense que... Chers étudiants, avez-vous des questions encore? Seydou, monsieur Seydou, il n'y a plus de main levée. Et, chers orateurs, je vous remercie. Et chers étudiants, on peut retenir de ce webinaire que l'inclusion en tant qu'ensemble des services financiers pouvant être offerts avec ou sans compte bancaire par tout établissement agréé peut constituer une opportunité pour inclure les exclus du système bancaire classique. Toutefois, elle est porteuse de risques pour la stabilité financière, notamment en matière de cybersécurité, de blanchiment de capitaux. Par ailleurs, si cette révolution est maîtrisée, pourrait offrir une formidable opportunité de développement à nos pays. À travers les différents intervenants et la pertinence des questions qui ont été posées, nous pouvons sortir de ce webinaire avec certainement une valeur ajoutée. Je remercie une fois encore les orateurs pour leur participation active à cette conférence. Merci au groupe Sudeco et au corps académique pour avoir permis la réalisation de ce débat scientifique de haut niveau. Je sais que cela va continuer davantage pour relever en toute responsabilité les défis induits par l'inclusion afin de consolider le développement économique de nos pays ainsi que la stabilité et l'inclusion financière. Nous remercions également les étudiants pour leur attention qui montre combien d'intérêt ils portent pour les questions économiques. Je vous remercie.